Bien, bonjour, bienvenue à ce webinaire organisé par la Chambre de commerce et industrie Grand Est en partenariat avec Climaction, donc l'ADEME et la région Grand Est. Alors voilà, donc on va pouvoir démarrer notre webinaire. Ce webinaire, donc, il va particulièrement vous intéresser, voilà, si dans votre entreprise, vous souhaitez développer des produits et des services plus éco-responsables. Et avec ce webinaire, bah voilà, que vous soyez responsable QSE, responsable production, R&D et marketing ou dirigeant, voilà, ce webinaire va particulièrement vous intéresser puisqu'on va vous montrer comment vous pouvez utiliser un outil gratuit de sensibilisation à l'évaluation environnementale qui s'appelle Bilan Produit. Voilà, donc on va vraiment vous présenter comment vous pouvez commencer à utiliser cet outil et donc on est ensemble jusqu'à 10 heures. Alors, je me présente, moi je suis donc Ronan Sebilo, donc je suis conseiller entreprise économie circulaire, déchets, éco-conception. Je suis basé à Strasbourg et j'interviens sur le secteur Alsace, mais je suis également référent éco-conception au sein de la Chambre de commerce et industrie Grand Est. Petite particularité, c'est que j'ai dans mon cursus de formation fait le DESS éco-conception de l'université de Cergy-Pontoise. Et petite anecdote, c'est que c'est l'université de Cergy-Pontoise qui, à l'origine, a développé la première version de cet outil en partenariat avec l'ADEME. Dans ce webinaire, nous serons deux à l'animer. Je suis également accompagné donc de Christelle Richy. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ronan, on ne te voit pas pour information à l'écran. D'accord. Donc moi je me présente, Christelle Richy, donc collègue de Ronan. Je suis basée sur Nancy et donc ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne les entreprises, initialement dans le domaine bancaire et financier et depuis 10 ans au sein de la CCI Grand Est. Et donc je suis plus particulièrement en charge de la thématique de la gestion des déchets d'activité économique pour le territoire lorrain, l'économie circulaire et référente achat durable au sein de tout le Grand Est. Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si ma caméra s'active. Si c'est le cas, Oui, c'est bon. dites-le moi. Super. Voilà, et donc nous travaillons au sein d'une équipe Grand Est, et voilà, nous sommes en capacité de travailler avec vous, entreprise, sur ces différents sujets, que ce soit l'énergie, l'économie circulaire, et même maintenant, on peut travailler avec vous sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Alors, important pour démarrer ce webinaire, c'est dans quel état d'esprit vous pouvez être. C'est qu'en effet, face à un nouveau sujet, on peut avoir deux approches différentes. La première, c'est, moi, je vais plutôt préférer tester par moi-même. Je vais me prendre des gadins, des râteaux, mais ça fait partie de l'apprentissage et je vais apprendre comme ça sur le tas. Ou alors une autre approche, face à un nouveau sujet, je vais récupérer un maximum de documentation, je vais lire toute la théorie, et puis seulement après, je vais chercher à l'appliquer. Là, en effet, vous venez à ce webinaire, vous venez parce que vous avez potentiellement cet état d'esprit que, voilà, vous, ce qui vous intéresse, c'est, OK, on parle d'évaluation environnementale, je préfère tester par moi-même pour comprendre de quoi il est question. Par contre, trois éléments, attention, forcément, vous allez vous prendre des râteaux, parce que quand on apprend sur le tas, c'est le principe de ce type d'apprentissage. Voilà, donc attention aux râteaux. Deuxième élément très important, l'environnement, en particulier cette thématique de l'évaluation environnementale, c'est beaucoup de données à gérer, et donc attention, ne vous noyez pas dans la complexité. Il y a beaucoup de données, voilà, cherchez vraiment à toujours prendre du recul, ne pas perdre de vue vos objectifs. Et dernier point très important, attention, voilà, bilan produit, c'est uniquement un outil de sensibilisation. Ça vous sera rappelé au début. Quand vous allez créer votre compte pour utiliser cet outil, vous allez signer une licence ADEME d'utilisation qui vous explique que voilà, ce n'est qu'un outil de sensibilisation. Et donc, par exemple, vous n'avez pas le droit de récupérer la donnée qu'il y a dans l'outil pour l'utiliser et faire autre chose. C'est une particularité française. C'est vrai qu'à ma connaissance, il n'y a pas dans d'autres pays d'outils de ce type pour se sensibiliser à ces démarches d'évaluation environnementale. Alors, un élément important, point de départ, c'est pourquoi c'est particulièrement intéressant de faire maintenant des produits et services éco-responsables, bas carbone et durables. Voilà, avant de se lancer, je dirais, sur l'outil, ça c'est quand même une question importante.
Je vous apprends rien, le sujet c'est la crise climatique mondiale, avec ce graphique que vous connaissez sûrement, qui donne l'augmentation de la température planétaire année après année. Alors on peut se dire dans les années 60, on ne constatait pas d'augmentation de la température planétaire. Donc je suis entreprise dans les années 60, c'est peut-être trop tôt de me lancer dans je développe mon produit éco-responsable. Entre les années 60 et 2000, on commence à voir apparaître l'effet de la crise climatique. Mais bon, voilà, on peut se dire, est-ce que c'était peut-être pas encore un peu trop tôt? Ensuite, entre les années 2000 et 2020, là, on voit clairement l'augmentation de la température avec la courbe rouge qui commence à prendre 1 degré. Mais bon, ça, c'était avant 2020, c'est le passé. Le passé, on peut pas forcément revenir dans le passé. Une autre question, c'est jusqu'à quand ça va devenir intéressant d'avoir des produits et des services éco-responsables bas carbone? Ce que les scientifiques nous disent, c'est que quand vous êtes ici sur cette courbe rouge, vous êtes à peu près à plus de degrés de changement climatique. Et à plus de degrés, ça a vraiment des impacts très forts. Et on bascule vraiment dans un autre monde. Et bah voilà, est-ce que voilà, après 2040, ce sera peut-être un peu tard pour développer des produits et des services éco-responsables. Dit autrement, voilà, si on est dans un scénario à la Mad Max, c'est-à-dire chacun pour soi, pour récupérer les dernières ressources, énergie, eau, nourriture, bon, arriver comme ça avec un produit et un service bas carbone et durable, ce sera peut-être un peu tard. Donc, conclusion, bah, entre aujourd'hui et 2040, c'est le bon moment pour y aller, quoi, pour développer des produits et des services éco-responsables. Deux questions par contre, par rapport à ce sujet, deux questions majeures. Première question, c'est est-ce que les concepteurs arriveront à faire des produits et des services suffisamment bas carbone et durables? C'est un vrai challenge. Ça, c'est l'offre. Et la demande, la question au niveau des acheteurs, c'est est-ce que les acheteurs basculeront suffisamment rapidement vers des achats de produits et de services bas carbone et durables? Voilà, donc ça c'est vraiment deux questions majeures et ben voilà, aujourd'hui on ne peut pas forcément y répondre, mais c'est vraiment les deux questions cruciales pour faire notre transition bas carbone. Alors, pour vous illustrer ce contexte, on va vous raconter une histoire, alors entre un concepteur Pierre et une acheteuse Sophie. Je serai Pierre, concepteur, et Christelle sera Sophie, acheteuse. Alors moi, je suis du coup responsable produit dans une PME en France. On fait de l'achat, revente, packaging, et on a un peu d'activité de production. Bonjour, chers fournisseurs. Je vous Bonjour. contacte aujourd'hui parce qu'on a deux interrogations au sujet des produits et de votre entreprise. Donc la première, c'est surtout au sujet des produits que vous nous vendez. En effet, D'accord. on a entendu dire que certains types de plastique d'emballage allaient être bientôt interdits. Est-ce que vous avez des informations sur ce sujet? Est-ce que vous avez des alternatives à nous proposer par rapport à ces matériaux de calage? Et puis le deuxième sujet, en interne, donc notre entreprise se lance aujourd'hui dans une politique environnementale, notamment on interroge nos fournisseurs. On voudrait savoir si, en tant que fournisseur, vous êtes également lancé dans une démarche en lien avec votre impact carbone. D'accord, bah, cher client, je prends bien note de vos questions. Je vais travailler sur vos questions et je reviens vers vous dès que possible. Ok, donc on a vu ces différents sujets apparaître. Alors c'est vrai que voilà, moi, je reviens je vais travailler, je regarde justement un exemple de produit de calage, donc des chips de polystyrène, et c'est vrai que quand je commence à regarder sa performance selon différents critères, voilà, je me rends compte que, bah oui, en effet, peut-être aujourd'hui, cet emballage polystyrène qui est vraiment super, hein, qu'on utilise depuis longtemps, peut-être il y a moyen de l'améliorer. Et là, j'ai l'idée du siècle. Et je me demande d'ailleurs pourquoi est-ce que d'autres fournisseurs n'ont pas eu cette idée. Je me dis, mais en fait, il faudrait tout simplement remplacer ce produit par des particules de calage en maïs, en popcorn. Puisqu'a priori, la réglementation ne va pas m'interdire d'utiliser ce produit puisqu'il est biosourcé. Bon, voilà, donc il est biosourcé. Puisqu'il est biosourcé, bah, il est bas carbone. Alors, recyclable, bon, ça va devenir un biodéchet, mais voilà, ça sera peut-être plus facile de composter mon emballage.
que de le recycler, parce que voilà, on sait aujourd'hui que les clients n'arrivent pas forcément à recycler ce polystyrène. Le polystyrène, il est recyclable, mais il n'est pas forcément recyclé. Ok, donc ça semble bien. Je peux également utiliser des outils d'éco-conception. Donc voilà, tout simplement en perspective de cycle de vie, je redécris le cycle de vie du polystyrène et puis le cycle de vie du maïs, et je reventile ces différents avantages. Je ne perds pas de vue que ce produit, sa fonction principale, c'est de protéger. Et là, le popcorn semble faire l'affaire. Je peux également reventiler ces avantages sur un autre outil d'éco-conception, c'est les 8 axes d'éco-conception. Et donc voilà, donc ça semble vraiment être un produit très intéressant au niveau environnement. Alors le problème, c'est que du coup, je me rends compte que mon client me demande aussi au niveau impact carbone. Alors ça tombe bien parce que j'ai repéré qu'il y avait un outil disponible qui permet d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'évaluation environnementale. Et donc je vais aller l'utiliser. Voilà, donc j'ai créé mon compte au préalable, je me connecte et je vais aller assez rapidement essayer de modéliser mon produit. Donc je vais appeler mon produit particule emballage de polystyrène, je vais regarder qu'est-ce que ça fait pour 1 kg de produit. Bon, l'unité fonctionnelle, là j'ai pas bien compris ce que c'était, puis flux de référence non plus, donc hop. Donc là, dans bilan produit, donc on est sur une nouvelle version depuis juillet 2022. Ce qui est important, c'est bien de naviguer dedans à partir de l'arborescence qui est ici. Donc voilà, quand je vais cliquer sur produit, je vais vraiment être que sur le produit. Et quand je vais cliquer sur emballage, je vais simuler l'emballage. Ici, je vais travailler à l'échelle du couple produit-emballage. Le produit, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut que je crée une sous-partie du produit. Bon, là, c'est un produit assez simple. C'est monomatière, donc c'est particules de polystyrène expansé. Hop. Je vais ajouter un élément, je l'ai créé, je vais rentrer dedans en cliquant sur l'œil, et puis on me propose d'ajouter un matériau. Donc là, je vais interroger la base de données, je vais taper avec mot-clé, je vais taper polystyrène. Qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données? Il n'y a que 3 polystyrènes possibles. Alors ça c'est du polystyrène et ça c'est du polystyrène expansé, donc moi c'est plutôt ce polystyrène expansé que je vais utiliser. Petite information, RER, ça veut dire que c'est une information sur du polystyrène à l'échelle Europe. Ok, je le sélectionne, je mets que j'ai 1 kg, voilà c'est fait. Ensuite je vais continuer à naviguer dans l'outil en allant vers la droite. Mise en forme, donc là en fait j'ai simulé 1 kg de polystyrène en granulé. Mais pour le transformer en particules de calage, il faut que je l'expanse. Alors, on va chercher un procédé alors, c'est de l'expansion. Le polystyrène, on va faire de l'expansion. Mais qu'est-ce que je vois? C'est que là, on me propose, quand je tape expanser, on me propose des matériaux. Mais ce n'est pas forcément ce que je cherche. Là, je cherche des procédés de mise en forme. Donc, là, par défaut, je vais chercher de l'extrusion. Alors, ce ne sera pas exactement ce procédé, si vous êtes plasturgiste, mais voilà, là déjà on voit un petit problème, c'est que je n'ai pas exactement le bon procédé pour faire du polystyrène expansé. Allez, admettons, on va prendre extrusion, donc ça c'est l'impact moyen de l'extrusion de plastique en Europe. Donc là, hop, vous voyez que l'outil l'applique directement à 1 kg, mais va aussi vous permettre de simuler des taux de perte. Donc en fait, on va l'appliquer à 1 kg et 5 et des poussières. OK. Et ensuite, je clique ici et on me dit quel est votre approvisionnement. Ah bah zut, ça, moi, j'en sais rien parce que autant voilà ces informations, 1 kg de polystyrène, je l'avais en tête, mais quand j'ai commencé, j'ai pas forcément, je savais pas qu'il fallait que je donne carrément, je dirais, la logistique d'approvisionnement de la matière. Alors, sur ce point, ça vous montre un élément important, c'est que en réalité, quand vous allez faire ce travail,
avant même d'aller dans l'outil bilan produit, vous allez devoir faire un travail d'inventaire de cycle de vie dans un fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, en fait, vous allez lister l'ensemble des matériaux de votre produit ou service, tous les éléments comment dire, par rapport à la logistique, par rapport à la mise en forme. Comme on va le voir, on va après me demander des informations sur le packaging, quels sont les matériaux qui composent mon emballage. Donc là, je prends du film de polypropylène. Et à la fin, on va carrément me demander des informations sur la fin de vie. Donc ça, finalement, toutes ces informations, c'est à vous d'aller les récupérer avec vos différents collaborateurs. Et ça, c'est déjà un premier travail que vous faites dans un fichier Excel. Donc ce fichier Excel, bah, je vous le transmettrai à la fin du webinaire. Ça peut être une première base de travail. Donc là, voilà, par exemple, approvisionnement. Bon, j'ai été regarder. En moyenne, nos fournisseurs de matières, de matières polystyrène granulées, sont à 400 km. J'ai récupéré cette information. Donc je vais pouvoir ajouter le transport. Là, je vais assez vite, il y a beaucoup de transports possibles. Là, je vais prendre un camion qui fait 20 tonnes et qui est chargé à 50%. Hop. Donc là, je peux rajouter ma distance, 400 km pour transporter 1 kg et des poussières. Voilà, je viens de simuler la logistique pour ramener ma matière. Ensuite, on va me demander, donc là, pareil, continuer à naviguer vers la droite. On était dans fabrication, on a fait composition, mise en forme, approvisionnement. Et ensuite, on va pouvoir aller sur la fin de vie de ce produit polystyrène exactement. Et là, on va vous donner une liste de choix de fin de vie. Alors, là, vous pouvez prendre, par exemple, emballage industriel et commercial. Et alors là, en effet, quand vous cliquez, là, ça peut vous faire peur. On va vous demander beaucoup d'informations, mais rassurez-vous, ça peut très bien se gérer. Qu'est-ce qu'on va vous demander? On va simuler la fin de vie de votre produit et on va vous demander quelles sont les filières de traitement de votre produit. Alors moi, j'ai pris l'hypothèse que qu'on allait avoir 80% d'incinération, 10% de stockage et 10% de recyclage. Là, dans cette colonne, vous voyez, il y a une colonne source. Idéalement, toutes les informations que vous mettez dans ce fichier Excel, vous devez, on va dire, indiquer quelle est la source. Qu'est-ce qui fait que vous avez utilisé, on va dire, cette donnée. Là, on vous donne des données moyennes pour les emballages industriels, mais voilà, admettons, là, c'est quand même du chiffre de polystyrène. Et sur le terrain, on sait qu'en fait, il y a quand même très peu de clients qui font l'effort d'aller strier ces chips de polystyrène pour le remettre dans un circuit de tri. Ok, donc je suis sur 80% d'incinération. Ensuite, on me demande d'ajouter un procédé d'incinération. Et là, ça va, on vous propose une liste de choix qui est un peu importante, mais pas tant que ça. Là, on va incinérer du polystyrène. Et donc, si je cherche cette fois-ci PS comme polystyrène, eh bien, on voit qu'il y a un procédé d'incinération de déchets plastiques comme le polystyrène en France. En France ou en Europe. En France, ça tombe bien, j'ai des clients qui sont en majorité en France. Ensuite, on va produire de la chaleur. On demande quel procédé de production de chaleur. Là, ça va, il n'y a que 3 choix. Pareil, par défaut, si j'ai de la donnée qui s'applique à mon marché, là, moi, j'ai principalement des clients en France, je choisis de faire de la production de chaleur en France. Et puis de l'électricité, donc là, pareil, quand vous allez cliquer ici, on va vous proposer plein de mixtes énergétiques en Europe. Là, je tape FR pour récupérer tout de suite l'information par rapport au mix électrique réseau français. Mais voilà, si vous voulez simuler cela production d'électricité en Allemagne à partir de la combustion de déchets, vous avez cette donnée qui est disponible dans cette base de données. Voilà, on continue, stockage. Alors, par contre, stockage, là, ça coince. Parce qu'on nous parle de stockage, de mise en décharge, de produits biodégradables ou de produits inertes ou de panneaux en bois ou de textiles. Il y a vraiment, là, je ne vois pas du tout de plastique. Alors moi, par défaut, je vais prendre panneaux de particules en bois. Est-ce que c'est correct? Je ne sais pas.
Le plastique, on ne peut pas franchement dire que ce soit biodégradable, on ne peut pas non plus dire que c'est inerte. Voilà. Donc là, ça vous montre un élément important qui est que quand vous allez partir de vos données dans l'inventaire de cycle de vie, vous allez ensuite essayer de trouver la meilleure donnée dans l'outil. Des fois, on a une correspondance à 100%. Là, vous voyez, le polystyrène, on a pu choisir du polystyrène. L'extrusion, un plasturgiste vous dira, bah, c'est pas le polystyrène expansé, c'est pas de l'extrusion, c'est de l'expansion, etc. Donc, on est à 30%, on fait une estimation. Et puis, ici, dans cette partie impact, on a pu brûler du plastique, ça semble correct. Par contre, stockage, voilà, là on peut se poser la question, c'est pas forcément exactement la bonne donnée et correspond pas exactement à la réalité terrain. Donc là, vous pouvez aussi documenter où est-ce que vous en êtes en termes de fiabilité de la donnée que vous utilisez. Et enfin, le recyclage. Là, je vais aller assez vite. On va nous parler de procédés de recyclage. Donc là, ça mouline parce que y a beaucoup de données. Là, je vous dis tout de suite, on ne va pas trouver le procédé de recyclage du polystyrène. On va procéder du recyclage de déchets d'équipements électriques et électroniques en polystyrène, mais on ne va pas trouver le polystyrène. Donc là, pareil, à nouveau, je vais prendre par défaut l'activité de recyclage, on va dire, du polyéthylène haute densité, voilà, par défaut. Là, c'est pas forcément correct. Et ajouter un procédé de matière, là, en fait, on va indiquer, je recycle, et je vais remplacer de la matière plastique vierge par une matière plastique recyclée. Donc là, à nouveau, je vais récupérer le polystyrène en granulé. Donc ça veut dire quoi? Comme j'ai 10% de mon kilo de polystyrène qui va être recyclé, je vais avoir quelques grammes de polystyrène qui vont se substituer à un polystyrène vierge. Voilà, ouf! Donc là, j'ai simulé uniquement mon produit. Je vous propose de le faire très rapidement pour l'emballage. Donc voilà, vous pouvez simuler de l'emballage primaire, secondaire, tertiaire. Là, on va le faire que pour le premier. Donc on va simuler du sachet de polypropylène. Donc là, vous retrouvez la même logique de quel est le matériau, polypropylène. Donc là, je prends du polypropylène Europe. Je vais le mettre en forme. Donc là, ce sera de l'extrusion soufflage. Bon, je prends la valeur moyenne avec un peu de taux de perte. Ah, voilà, donc là, l'outil commence un peu à mouliner. Quand c'est comme ça, vous pouvez rafraîchir. Hop, c'est bien passé. Alors, matière et emballage. J'ai considéré que j'avais 200 grammes de matière. Voilà, donc là, ça prend automatiquement. Et puis l'approvisionnement. Voilà. Pour cet exercice, je prends des valeurs par défaut. Je mets 400 km partout. Je vais assez vite. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, il faut quand même simuler à nouveau la fin de vie de votre emballage. Donc là, on est reparti dans cette partie fin de vie emballage. Donc là, pareil, on va repartir sur 80%. On va faire de l'incinération de polypropylène. On va faire la production de chaleur en France. Et puis, donc là, voilà, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais voilà, vous avez pas mal de pays de mixte et de production d'électricité par pays. Donc là, on va simuler ce qui se passe en France. Stockage, donc là, pareil, même problème. C'est du plastique, on ne sait pas trop quoi choisir. On va toujours prendre du bois, ça c'est pas forcément juste, mais par défaut. On va prendre 10% de recyclage, 10% de mise en décharge et 10% de recyclage. Donc là, est-ce que j'ai du recyclage de polypropylène? Oui, là c'est correct. Collecte et tri de déchets de polypropylène. Et puis on va remplacer
notre polypropylène vierge par ce polypropylène recyclé. Voilà. Et là, une fois que c'est fait, c'est fini. Alors, ensuite, vous pouvez cliquer sur Résultats. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette nouvelle version de bilan produit, vous avez un système qui vous permet de débugger votre simulation. Là, par exemple, on va me dire, vous avez une erreur, vous avez oublié de remplir un champ. Donc, quand vous cliquez sur cette alerte erreur, on vous ramène à la page, et en effet, je n'ai pas rempli un champ ici, où on doit indiquer le nombre de produits dans un emballage primaire. Donc là, je considère que j'ai 1. Ça, c'est pour emballer 1 kg de polystyrène. Et voilà, donc là, c'est bon, votre simulation, évaluation est correcte. Et je vais sélectionner du changement climatique global. Voilà, donc on vous dit ce produit va générer 7,8 kg d'équivalent CO2. On peut vous le présenter sous forme de graphique. Voilà, entre la fabrication, la distribution et la fin de vie. Vous voyez, même si j'ai mis du 400 km sur pas mal de sujets, et j'ai pas forcément modélisé toute la partie distribution, mais voilà, on voit que la partie matière première, c'est le plus important, et la fin de vie a quand même un impact significatif. Et puis, vous pouvez également avoir accès aux détails, sous forme de graphique, ou sous forme de tableau, avec des pourcentages. Alors, par contre, à ce moment-là de la présentation, un élément important, c'est que quand vous faites cette évaluation, ce qui est important à la fin, c'est de pouvoir comprendre le résultat. La difficulté, c'est que la toute première version de bilan produit, qui a été développée en courant 2005, vous permettait d'avoir des graphiques sous Excel qui étaient assez faciles à lire. Quand l'outil a été porté au niveau web, on a eu des graphiques qui sont moins faciles à lire. Et dernière difficulté, c'est que bilan produit, même encore en 2021, vous permettait de comparer des produits. C'est l'éco-conception, développer des produits ou des services éco-responsables, ça fonctionne dans pas mal de cas en comparant ma version actuelle avec une version améliorée, et j'essaie de comprendre si les améliorations que je mets en place, passer à du popcorn, c'est mieux ou c'est moins bien au niveau environnement. Donc là, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une astuce, c'est de tout simplement récupérer cette donnée, la copier-coller dans un fichier Excel pour pouvoir mieux voir le résultat. Par contre, vous n'avez, là c'est un usage que vous faites pour vous, interne, vous ne pouvez pas ensuite diffuser ces informations en extérieur de l'entreprise. Donc là, je prends le particule de calage polystyrène, CTRL-C, CTRL-V. Petite astuce, c'est que là, vous allez copier des valeurs avec des points, et ça, Excel ne va pas comprendre que ce sont des chiffres. Donc là, vous pouvez faire CTRL-F, remplacer tous les points par des virgules. Voilà. Et là, c'est bon, vous avez bien des données qui sont sous forme de valeurs numériques. Voilà, donc là, vous avez un tableau qui reprend ces données, et puis là, ça vous permet de voir de manière plus précise, dans un graphique, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du polystyrène. Et vous l'avez compris, la suite, ça va être de simuler le popcorn. Alors, pareil, point technique important, c'est que dans base impact, dans bilan produit, vous ne pouvez pas sauvegarder en ligne. Et quand vous sauvegardez, donc voilà, on clique sur la disquette, on voit le passé un peu du produit. Vous pouvez enregistrer l'évaluation, et quand vous enregistrez l'évaluation, en fait, vous téléchargez un fichier XML. Vous fermez votre page navigateur, vous revenez sur bilan produit, vous voulez retrouver votre simulation, vous rechargez, vous pouvez du coup recharger le fichier XML. Donc voilà, par exemple, là, je vais le refaire, je vais faire charger la simulation que je viens de faire à l'instant. Voilà, je la retrouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de cette première simulation pour simuler mon maïs, qui va finalement garder le même emballage. Et donc, pour gagner du temps, je vais repartir de mon modèle
particule calage polystyrène. Donc là, je vais l'appeler maïs, toujours 1 kg. Par contre, bah, c'est plus du polystyrène, donc je le supprime. Et puis je vais créer la particule calage maïs. Alors maintenant, je vais ajouter du maïs. Alors là, je croise les doigts pour que dans la base de données, il y ait du maïs. Je tape maïs et j'ai de la chance, il y a 2 impacts pour 2 types de maïs, maïs ensilage ou maïs grain humide. Alors, je vais prendre du maïs ensilage. Voilà, et donc là, je vais continuer à simuler mon matériau. Maintenant, je fais un zoom sur un élément important. Là, vous voyez, j'ai été chercher de la donnée et puis je suis content, j'ai trouvé du maïs. Ce qui est important que vous compreniez, c'est qu'il y a d'un côté bilan produit, qui est en fait le logiciel qui vous permet de manipuler la base de données, et un deuxième élément qui s'appelle base impact, qui est en fait la base de données que vous allez utiliser. Donc voilà, donc ça, ayez bien en tête, c'est un élément important. Bilan produit, c'est l'outil qui permet de manipuler, et base impact, c'est la base de données que vous allez utiliser pour faire votre évaluation. Base impact, en fait, c'est de la donnée en partie publique qui a été financée, la création de ces données a été faite avec en particulier des fonds publics. Et voilà ce qu'il y a aujourd'hui comme base de données par famille. Donc on a aujourd'hui 1609 matériaux et procédés, et voici combien on a de matériaux et procédés par famille. Donc les produits agroalimentaires, on en a 441, c'est les plus représentatifs, parce qu'en effet, à l'échelle française, il y a eu un gros travail qui a été fait pour créer de la donnée sur de l'impact de produits agroalimentaires. On voit également qu'il y a un gros travail qui a été fait pour simuler la fin de vie de différents matériaux. Les énergies, avec tout ce qui est mixte électrique dans différents pays. Si votre entreprise, vous êtes sur des produits textiles, base impact est vraiment intéressant. Vous avez 177 matériaux et procédés. Transport, composés, enfin voilà, produits chimiques, plastique. Donc c'est sûr que plastique, voilà, finalement aujourd'hui, vous n'avez que 49 impacts pour du plastique. Alors on va dire c'est normal. Bilan produit, base impact, c'est des bases de données qui sont publiques et qui sont forcément limitées. Donc c'est sûr que si vous travaillez sur du papier carton, aujourd'hui vous avez le choix que entre 5 catégories. Si on regarde pour le plastique, voilà, on a 49 éléments pour le plastique, entre de l'élastomère, du thermodur, du thermoplastique, et 5 procédés de mise en forme et 29 matières. Donc bien sûr, voilà, là ce qui est également important d'avoir en tête, c'est que voilà, base impact, il y a 1600 matériaux et procédés, donc c'est quand même déjà très intéressant que sans rien payer, vous pouvez manipuler ce type de données pour découvrir le sujet. C'est déjà une chance incroyable. Sachez qu'il y a d'autres bases de données créées par des acteurs privés et dont EcoInvent, qui est un des leaders sur le sujet. Et là, pour le coup, c'est 18 000 matériaux et procédés que vous pouvez interroger. Mais bon, ça, forcément, derrière, ce sont dans des bases de données qui sont payantes, puisque ça coûte un certain prix à créer ce type de base de données. Ceci étant dit, revenons maintenant sur notre outil. Mise en forme. Donc là, en effet, mise en forme, on est parti de maïs et on ne va pas forcément pouvoir utiliser le maïs tel quel, il faut le transformer en popcorn. Donc ça, pour le coup, ça va être un peu compliqué à simuler dans l'outil. Donc, un choix qui peut être fait, je vais reconsulter mon inventaire de cycle de vie que j'ai fait pour le maïs. Donc voilà, vous pouvez refaire ce fichier Excel pour le maïs. On va considérer qu'on fait quand même de l'extrusion. Donc là, voilà, là, ça devient un peu compliqué de simuler comment on va transformer le maïs, mais admettons, on va mettre un procédé d'extrusion. On sait que c'est pas forcément correct, mais voilà, par défaut, on va partir comme ça. Donc pareil, je rajoute le dernier élément, 400 km. Je fais la fin de vie et rassurez-vous, là, à la fin de vie, j'ai fini. Alors,
Là, pour la fin de vie, la difficulté, regardez, c'est que si je prends emballage ménager, on va me dire le maïs n'est pas un emballage ménager. On ne peut pas appeler des filières de fin de vie emballage ménager. Le maïs, ce n'est pas un emballage industriel et commercial. Donc là, vous allez être bloqué. Par défaut, vous pouvez prendre OMR, donc c'est ordures ménagères résiduelles, et on va proposer de l'incinération et du stockage. Donc là, voilà, vous savez que vous n'avez pas modélisé exactement la bonne fin de vie, mais admettons, voilà, on fait, là, vous êtes limité par l'outil, clairement. On va l'incinérer, on va ajouter un procédé d'incinération. Mais là, c'est intéressant parce que, vous voyez, on peut, du coup, parler de l'incinération de déchets biodégradables. Donc là, pour le coup, c'est exactement ça. Vous allez produire de la vapeur et de l'énergie en France, et ça va faire de l'électricité en France. Et stockage, là, vous allez voir, c'est pareil, c'est assez pertinent, puisqu'on va parler de mise en décharge de déchets biodégradables, ce qui est bien le cas du maïs. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, on n'a pas le procédé compostage. Ben oui, en effet, ça, c'est un manque. Aujourd'hui, on fait avec. Et voilà, donc là, j'ai fini de simuler le maïs. Et donc, je vais pouvoir consulter les résultats. Et comparer mon maïs avec mon polystyrène. Donc là, en effet, aujourd'hui, dans l'outil, vous n'avez plus cette fonction comparer. Donc, voici un peu une petite astuce. Pour quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc voici un résultat. J'ai, en termes d'impact carbone, le polystyrène qui est à 7,8 kg de CO2, équivalent CO2, et 1,8 pour le polystyrène. Ah bah c'est super, ça, je suis sur la bonne voie. L'outil d'évaluation semble me confirmer que je suis sur la bonne voie avec ce produit, et c'est potentiellement un produit éco-responsable. Voilà, pareil, là, ça me permet de comprendre la distribution des impacts dans l'outil. Donc, c'est intéressant puisque du coup, mon produit, il est pratiquement 4 fois moins impactant. Donc, c'est un ordre de grandeur. Et quand vous faites une évaluation très, très simplifiée comme celle-là, vous ne pouvez pas retenir les résultats précis, mais un ordre de grandeur, là, c'est 4 fois moins impactant. Ça semble intéressant comme produit. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que je suis à nouveau contacté par mon client. Merci, cher fournisseur, pour votre activité par rapport à notre précédent échange. Par contre, on vous informe qu'entre-temps, on a encore affiné notre politique d'achat durable. Ah d'accord. On ne prend pas seulement en compte l'impact carbone des produits que vous allez nous livrer, mais on voudrait voir aussi d'autres types d'impact parce qu'en effet, avec un de vos concurrents, on a travaillé sur un emballage en coton au lieu d'un emballage en plastique. Et on s'est rendu compte que sur le coton, il y avait vraiment des impacts très élevés, notamment par rapport à la consommation d'eau, l'utilisation de pesticides, la destruction de terres agricoles. Et là, par rapport à notre stratégie d'entreprise, à notre politique, on voudrait savoir si vous avez aussi travaillé par rapport à la proposition que vous nous faites, d'autres choses que la réduction de l'impact carbone sur vos produits. D'accord, bien noté pour ces questions, cher client. Je vais travailler sur cette nouvelle demande et je reviens vers vous dès que possible. Ok, donc du coup, zut, j'étais sur le point d'annoncer à mon client que j'avais trouvé en effet un nouveau produit éco-responsable et bas carbone, et voilà qui me challenge. Alors, très rapidement, vous allez voir que dans l'outil, vous pouvez sélectionner différents critères d'impact, et vous pouvez également sélectionner par exemple eutrophisation. Donc l'eutrophisation, c'est quand par exemple vous allez conduire à ce que, par exemple dans une rivière, vous allez déverser des agents phosphates, et ces agents phosphates vont créer de l'eutrophisation, c'est-à-dire développement d'algues dans la rivière, dans la mer, et ça, on va dire, détruit, je dirais, la rivière. Les algues vertes en Bretagne, voilà, c'est un phénomène d'eutrophisation. Quand je regarde sur l'eutrophisation entre le polystyrène et le maïs, là, j'ai un résultat qui est surprenant, c'est que finalement, sur le carbone, je suis 4 fois moins impactant, alors que là, je suis 40% moins impactant. C'est déjà beaucoup moins significatif. Comment ça se fait?
Je ne sais pas, je vois que j'ai la fin de vie qui joue beaucoup. Alors, j'ai pas réussi à simuler le compostage, mais je vois que la fabrication, du coup, est quand même pas neutre. Ça, c'est peut-être lié à la production de maïs qui va peut-être générer l'eutrophisation. Donc, voilà. Mais, alors, pareil, un élément important, vous avez de la donnée, 40% moins impactant. Attention, c'est qu'en fait, même une très bonne évaluation environnementale, elle va être précise qu'à plus ou moins 20%. Là, par exemple, quand vous prenez un procédé d'extrusion moyen Europe, c'est la moyenne de moyenne de moyenne. Donc 40%, ça commence sur une évaluation très, très simplifiée. Ça, voilà, on ne peut pas forcément dire que c'est un produit qui va vraiment être éco-responsable. Il faudrait beaucoup d'études plus détaillées pour savoir si c'est réellement le cas. Voilà. Autrement dit, si vous avez un produit A et un produit B, et que le produit B est 5% meilleur que A, comme c'est précis à plus ou moins 20%, le résultat, c'est que A et B sont plus ou moins équivalents. Donc là, attention, il y a vraiment des subtilités, et vous pouvez vous prendre des râteaux. Et là, manque de bol, j'ai retravaillé sur le projet avec un collègue, parce que voilà, ça a quand même pris du temps tout ce travail, donc j'ai voulu travailler avec un collègue. Et mon collègue m'a interpellé sur le fait qu'il trouvait bizarre que je compare 1 kg de polystyrène avec 1 kg de popcorn, parce que dans l'emballage, voilà, nous ce qu'on vend, c'est pas 2 kg de matière au client. Ce qu'on vend au client, c'est une fonction. Le polystyrène, il est là pour protéger, il est là pour remplir le vide qui existe dans par exemple, dans une boîte en carton. Et donc, voilà, là, on a un doute et on se rend compte, voilà, en langage technique, qu'on a utilisé une unité fonctionnelle qui n'est pas correcte. Donc ça, c'est aussi un élément important dans la méthodologie d'éco-conception. Qu'est-ce qui se passe? C'est que en fait, vous ne pouvez pas comparer des choux et des carottes. En fait, ce que vous allez chercher à faire, c'est trouver la bonne unité fonctionnelle de votre produit. Donc si on reprend le polystyrène, ça vous pouvez le faire dans votre inventaire de cycle de vie, je l'ai mis là par défaut. On part de notre polystyrène. On en a 1 kg. Quelle est la densité, la masse volumique de mon polystyrène? On va dire que c'est du 5 kg par mètre cube. Avec 1 kg de polystyrène, je vais remplir un contenant de 200 litres. Donc on peut protéger un emballage, on peut protéger un produit qui est mis dans un emballage où il va y avoir 200 litres de vide. En fait, la bonne unité fonctionnelle, ce sera remplir 200 litres de vide. Ok, donc du coup, je reviens dans mon inventaire de cycle de vie du maïs, et du coup, je vais me poser la question, ok, quelle est la densité en kilos par mètre cube du maïs? On va chercher une source qui va nous dire que c'est 60 kilos par mètre cube. Pour remplir 200 litres de vide avec mon popcorn, je me rends compte qu'il va me falloir 12 kilos de maïs. Parce qu'en effet, 1 kg de maïs va me permettre de remplir que 16 litres. Parce que le maïs, du coup, est beaucoup plus dense que mon polystyrène. Donc, je vais comparer non pas 1 kg de polystyrène et 1 kg de maïs, mais je vais comparer 1 kg de polystyrène, qui peut remplir 200 litres, avec 12 kg de maïs pour remplir à nouveau ces 200 litres. Donc là, vous refaites exactement la même chose dans l'application. Et quel est le résultat que vous obtenez? Là, c'est que finalement, le maïs, le popcorn, se retrouve 3 fois plus impactant que le polystyrène. Aïe! Zut, ça change totalement les résultats. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on va dire, notre histoire va s'arrêter là. Qu'est-ce que l'on peut en tirer comme enseignement? C'est que, voilà, donc c'est vraiment très intéressant pour vous d'aller manipuler l'outil bilan produit et puis de naviguer dans cette base de données, base impact. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? C'est que finalement, il a voulu tester par lui-même, et c'est très, très bien comme attitude, mais là, finalement, il a redécouvert des éléments en termes de méthodologie d'évaluation environnementale, et heureusement pour lui, il n'a pas été jusqu'à dire à son client qu'il avait trouvé un produit qui était éco-responsable. Voilà, parce que finalement, on ne peut pas aller aussi vite dans ce type de démarche.
Alors voilà, comment va se finir cette histoire? Voilà, je rappelle mon client. Bonjour cher client, je reviens vers vous par rapport à votre demande. Bonjour, cher fournisseur, vous nous avez trouvé une solution. Alors, par rapport à Vous votre avez demande, travaillé. alors on a travaillé sur le sujet en interne. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous allons organiser une démarche globale dans notre entreprise sur ce sujet. Mais pour ça, on va vraiment remettre les choses à plat. On va voir comment est-ce qu'on peut s'organiser pour avoir une démarche globale, pas à pas. Voilà, et tout ça, ça va prendre quand même un petit peu de temps. En tout cas, sachez que voilà, nous, on est volontaires, on va se lancer et on revient vers vous pour vous indiquer comment avance notre, on va dire, démarche d'éco-conception en interne. Ok, on est à votre disposition pour échanger avec vous s'il y a besoin. On est là en tant que partenaire pour vous aider aussi à trouver les meilleures solutions. Voilà, et ça, en effet, ça nous intéresse que vous puissiez aussi, par rapport à vos démarches d'achat durable, que vous puissiez également revenir vers nous avec des cahiers des charges sur ces critères environnement, ou en tout cas, voilà, on est prêt à échanger avec vous, on pourrait les co-construire. Parfait, merci beaucoup. Très bien. Alors voilà, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette présentation rapide? Et je suis content parce qu'il est 9h49, je suis dans les délais. Euh, c'est que avec voilà, cette découverte de l'évaluation environnementale avec bilan produit, vous avez compris plusieurs choses. C'est que une première étape, c'est déjà savoir alimenter un inventaire de cycle de vie. Vous voulez tester ce principe de l'évaluation sur un de vos produits ou de vos services. Première étape, prenez un fichier Excel, listez l'ensemble du cycle de vie de votre produit ou de votre service, récupérez de la donnée. Ensuite, deuxième étape très importante, choisissez une unité fonctionnelle qui est pertinente. Et ça, c'est un vrai travail qui ne s'improvise pas. Une fois que vous avez ces deux éléments, du coup, vous pouvez utiliser bilan produit pour vous sensibiliser à ce type de démarche. Là, vous voyez qu'il faut développer une compétence qui est de savoir utiliser la meilleure donnée qui est à votre disposition. Et puis après, dernière étape, vous avez des résultats. Il faut savoir interpréter les résultats. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui, on va dire, prend du temps. Il faut un certain apprentissage. Et dernier point, voilà, c'est de savoir ne pas se noyer dans la complexité. Là, je suis parti sur un produit très simple. Voilà, c'est sûr, vous, si vous partez avec un produit avec 56 composants, voilà, il va falloir trouver des tactiques, des moyens de ne pas vous noyer dans la complexité. Puisque ce qu'on vous a montré, cette partie évaluation du produit, ce n'est qu'une des étapes d'une démarche globale d'éco-conception. On parle de boucle d'éco-conception, comme on parle de boucle d'amélioration continue. Ça veut dire quoi? Que quand on fait une boucle d'éco-conception, on va faire une première démarche sur un produit. Cette démarche ne sera pas parfaite, mais à la fin de la démarche, vous aurez déjà compris les grands principes, vous aurez déjà un premier résultat. L'objectif quand on développe des produits éco-responsables, c'est pas d'en développer un, mais c'est d'en développer plusieurs pour que petit à petit, une certaine partie de votre chiffre d'affaires soit faite avec des produits et des services éco-responsables. Donc là, c'est vraiment une action qui s'inscrit dans la durée. Ce qui est intéressant, c'est que si on aborde maintenant le sujet des différents outils d'évaluation, qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme outils, alors à la fois les outils et puis les bases de données. En effet, bilan produit, vous l'avez vu, c'est vraiment un produit à usage de sensibilisation. Donc il est à coût zéro, puisqu'il est payé on va dire, il est financé et développé par l'ADEME, par l'État. Par contre, voilà, il n'est pas prévu pour développer une évaluation qui va être communiquée en externe, une évaluation qui va être suffisamment robuste. On n'est vraiment que dans la sensibilisation. Et à l'extrême, vous avez des produits et des bases de données qui sont experts. Donc, par exemple, Gabi, qui est un logiciel allemand, qui a développé sa propre base de données d'impact, Gabi Database. Vous avez également Cimapro, qui est un des grands, on va dire des grands fournisseurs de logiciels, qui va utiliser EcoInvent. Et puis EIME, voilà, c'est une liste qui est non exhaustive. Par contre, voilà, ça, ce sont des produits, des logiciels qui sont vraiment experts
c'est intéressant si vous faites de l'évaluation environnementale 6 mois dans l'année, vous pouvez utiliser ce type d'application, ou si vous êtes consultant en évaluation environnementale, en éco-conception, voilà, vous pouvez utiliser ce type d'outil. On est plutôt de l'ordre de 10 000 euros l'achat de la licence qu'il faut renouveler, et avec on va dire un outil expert qui nécessite, on va dire, des compétences assez élevées pour les manipuler. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, encore une fois, voilà, vous voyez, bilan produit, la première version elle a été développée en 2005. Cimapro, Gabi, etc. C'est pareil, ça a été développé dans les années 2000. Et entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que se sont apparus des nouveaux acteurs sur ce type de marché qui sont sur un positionnement intermédiaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la sensibilisation, c'est bien des outils opérationnels, mais qui sont à destination d'un public moins expert, pas un acteur qui va faire 6 mois sur 12 de la CV et de l'évaluation, et qui sont à des coûts qui sont également, on va dire, intermédiaires. Donc voilà, Earth Smart ou Eco Design Studio. Eco Design Studio qui a été développé par une startup à 3 dans le Grand Est. C'est intéressant, là vous pouvez avec Eco Design Studio utiliser la base de données, la base impact. Et du coup ça vous permet là, quand vous prenez, on va dire, cet abonnement qui est de l'ordre de 1 000 euros par an, du coup vous utilisez le logiciel et puis vous utilisez la base de données publique française. Ou vous pouvez également ensuite payer la base EcoInvent, et là vous obtenez un outil qui est opérationnel. Donc voilà, donc ça c'est intéressant, puisque encore une fois, vous l'aurez bien compris, bilan produit, ce sera bien pour de la sensibilisation, mais une fois que vous allez vouloir vous jeter à l'eau, forcément il faudra vous poser la question de comment vous allez vous outiller pour faire ce type d'évaluation. Alors pareil, est-ce que vous allez faire cette évaluation, vous allez l'externaliser en passant par un consultant qui va faire pour vous cette évaluation, ou est-ce que vous allez le faire en interne? Ça, ce sont des choix tactiques. Et voilà. Donc au niveau de l'accessible, on est en capacité de vous conseiller sur ce type de sujet, comment vous aider à organiser votre démarche d'éco-conception. Et également de voir quelles sont les aides ADEME ou les consultants disponibles. Enfin, en tout cas, voilà, on est vraiment avec vous en amont du projet pour développer votre démarche d'éco-conception. Alors voici un exemple d'interface pour Earth Smart. Là, c'est juste pour vous montrer que, voilà, quand on regarde cette interface, on sent que c'est quand même un petit peu, pas non plus super ergonomique. C'est un outil en ligne. Voilà. Après, si on regarde l'interface Eco Design Studio, voilà, faut l'utiliser pour le comprendre. Mais on voit que l'interface est un peu plus épurée. On est potentiellement plus, voilà, sur l'interface web à jour, puisqu'on est tous de plus en plus dans le numérique. Et puis là, voilà, vous retrouvez bien des graphiques qui permettent de comprendre ce qui se passe en termes de résultats d'impact. Il est 56, justement, on finit par promotion par rapport à ce qu'on peut vous proposer sur ces sujets. Donc, on pouvait travailler sur ces sujets de manière individuelle, et on est là pour vous accompagner, pour développer votre projet, mais vous pouvez aussi rejoindre des accompagnements collectifs, donc qui sont développés par la Chambre de commerce et industrie Grand Est, avec Climaction, donc l'ADEME et la région Grand Est. Et donc, par exemple, on a déjà lancé une opération collective sur l'éco-conception, Making Durable, et donc vous voyez apparaître sur la slide les logos des différentes entreprises qui se sont engagées. Et donc c'est intéressant, ça vous permet d'avoir un parcours sur 14 mois qui vous permet étape par étape de développer votre futur produit ou service éco-responsable avec là pour le coup des aides ADEME très intéressantes en ce moment. Et vous avez la même chose sur les achats durables. Voilà, si vous êtes plutôt dans votre entreprise acheteur, on a également des choses sur les achats durables. Et là, Christelle, je te laisse présenter ce format achat durable. Oui, il y a un accompagnement donc d'1 an avec une consultante qui permet, à travers des rendez-vous individuels et des ateliers collectifs, de pouvoir déployer sa politique d'achat durable. Donc la conforter si des choses sont déjà faites dans votre entreprise ou effectivement peut-être plus la mettre en place si vous partez de zéro. On est quasiment en fin de recrutement pour une promotion 2022. Il y a aujourd'hui 11 participants et il reste encore une place si l'un d'entre vous est intéressé. N'hésitez pas à revenir vers moi.
Voilà, donc voilà, vous avez ce type de dispositif. Si ça vous intéresse, on est, Christelle et moi, à votre disposition pour vous présenter plus en détail ce type de dispositif. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, on va pouvoir passer dans une phase de questions-réponses à partir de 10 heures. Et puis bah, voilà, si après 10 heures vous n'êtes plus disponible, vous allez on va pouvoir se dire au revoir. En tout cas, merci pour votre participation. Le prochain webinaire, ce sera en juin avec un retour d'expérience de petits bateaux, donc basé à Troyes, et qui partagera avec vous. Ben voilà, ils se sont lancés aussi dans une démarche d'éco-conception et ils partageront avec vous leur retour d'expérience, ben voilà comment ils ont travaillé sur cette partie évaluation environnementale, idéation, organisation de ce projet d'éco-conception. En tout cas, merci encore une fois pour votre attention. On compte sur vous pour que vous puissiez nous donner votre feedback, voilà, pour toujours nous aider à nous améliorer. Et puis également un questionnaire, vous verrez, on vous posera des questions justement sur quels sont vos besoins, où est-ce que vous en êtes en termes d'éco-conception, est-ce que vous êtes intéressé par ce format d'opération collective. Et puis en tout cas, faites l'effort de répondre à ce questionnaire de besoin, puisque si vous y répondez, nous, on vous retransmettra, si c'est utile pour vous, je dirais les fichiers Excel qu'on vous a présentés, et voilà, qui vous permettent comme ça de manipuler un peu plus facilement bilan produit. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Il y a déjà des questions, Ronan. D'accord, je n'ai pas ouvert le module questions. Il y en a quelques-unes. Est-ce que tu veux que je les pose ou tu veux Alors je vais les lire. Hop. Ou non, tu peux me les poser, s'il te plaît. Alors, au tout début du webinaire, il y avait une question pour avoir une définition de bas carbone. Définition de bas carbone, donc en effet, pour répondre de manière simple, on va dire là, on est sur de l'allégation environnementale. Le fait de dire bas carbone, en fait, vous pouvez vraiment le prendre au pied de la lettre, c'est mon produit B est plus bas carbone que mon produit A. Il faut comprendre que c'est plus bas carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Voilà, je suis globalement plus bas carbone et il faut vraiment le prendre au pied de la lettre comme étant ce nouveau produit, ce nouveau service est plus bas carbone que le produit précédent, la référence sur le marché. Donc là, pareil, là, on pourrait aborder ce sujet dans un webinaire sur l'éco-communication. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette allégation bas carbone, c'est qu'elle sera toujours plus juste que de dire je suis neutre en carbone. Donc ça, ne dites pas que vous êtes neutre en carbone, ce n'est pas possible. Ça s'applique à l'échelle d'une société ou de la Terre, ça ne s'applique pas à l'échelle d'un produit. De dire que j'ai un produit ou un service qui est bas carbone de combien? Il est plus bas carbone que, il est 40% moins carboné que cette autre chose. Là, moi, si je dis ça à un client, je lui donne des informations qui sont normalement précises, fiables, vérifiables, non trompeuses. Voilà. Merci. Alors, une remarque, effectivement, j'ai l'impression que la base impact et l'outil bilan GES sont assez pauvres en métallurgie. Effectivement, on a vu, Ronan, tu avais donné les nombres de données en fonction des matières. Et effectivement, dans EcoInvent, vous aurez pour la métallurgie, je crois, de l'ordre de 150 choix possibles. Une autre question, est-ce que l'outil va être ou peut-il être amélioré au niveau de la base de données? Plus de choix en matière première et possibilité de fin de vie vers la valorisation matière. Voilà, du coup, il faudrait poser la question à l'ADEME, mais il faut déjà se rendre compte que c'est déjà un travail énorme qui a été fait année après année. Simuler créer ces bases de données, c'est un travail énorme. Donc c'est déjà incroyable qu'aujourd'hui, en France, vous pouvez utiliser ce type de logiciel et vous avez 200 filières de fin de vie. C'est déjà incroyable. Encore une fois, derrière, si vraiment ça vous intéresse, il faudra passer à un logiciel payant. Et là, aujourd'hui, vous allez, du coup, vous accéderez, je dirais, à des bases de données privées dans lesquelles il y aura potentiellement plus de détails sur ces filières de fin de vie. En fait.
Peut-on utiliser cet outil pour des produits très complexes, avec une liste de pièces longue, plus de 4000 lignes? Et donc de la même personne, je te pose plusieurs questions. Est-ce que l'outil peut être utilisé pour des produits qui ont une fin de vie en dehors de l'Europe? Et une définition d'éco-responsable. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de produits éco-responsables. Est-ce qu'il faut un pourcentage minimum de réduction d'émissions? Alors, par rapport à cette question, peut-on utiliser cet outil pour des produits très complexes? Encore une fois, vous l'aurez compris, là, bilan produit, c'est un outil de découverte. Donc, je dirais, forcément, si vous allez essayer de manipuler l'outil, vous allez le faire avec des produits simples chez vous. Si la question, les outils d'évaluation environnementale, est-ce qu'on peut l'utiliser avec des produits complexes? Là, je dirais oui, puisque voilà, des constructeurs automobiles et aéronautiques et autres le font. Là, il faudra appliquer des tactiques qui sera des règles de coupure. J'ai 4000 pièces, je vais faire une première boucle d'éco-conception, je vais choisir des règles de coupure. Je vais dire, par exemple, je ne vais pas prendre les pièces qui font moins de 10% en masse du produit, ou relever encore ce seuil, pour ramener, je dirais, l'inventaire de cycle de vie à un nombre de pièces qui est limité, parce que vous faites une première boucle d'éco-conception. Il faut simplifier. Le deuxième élément, c'est que forcément, vous allez utiliser un logiciel payant, par exemple EcoInvent. Vous pouvez faire votre inventaire de cycle de vie dans un Excel, ou même vous pouvez avoir votre nomenclature matière qui est déjà dans un Excel, et vous pouvez retravailler dans l'Excel le format de données, et ensuite importer dans le logiciel vos 350 pièces. Donc là, oui, aujourd'hui, il y a des tactiques et puis il y a des outils qui permettent de faire face à cette difficulté. J'ai 4000 pièces. Du coup, les autres questions, l'autre c'était éco-responsable, c'est ça? En définition de éco-responsable, ah oui, alors est-ce que l'outil peut être utilisé en dehors de l'Europe? Là, en effet, vous l'avez vu, vous simulez un produit, est-ce que c'est un produit qui va être en France, en Espagne, en Europe, en Asie? Là, il faudra utiliser la base de données qui correspond à l'aire géographique où se passe votre activité. Voilà, si vous fournissez, vous êtes fournisseur d'emballage sur le marché chinois et que c'est incinéré en Chine, il faudrait utiliser la base de données, l'incinération en Chine, qui sera peut-être pas la même que au Japon ou aux États-Unis, etc. Alors le terme éco-responsable. Éco-responsable, ça c'est on communique comme ça parce que éco-responsable, c'est vraiment intéressant, c'est un terme qui est vulgarisé, que l'on soit citoyen, que ce soit en entreprise, un produit éco-responsable, on voit un petit peu de quoi ça cause. Produit bas carbone, là voilà, déjà vous vous dites c'est quoi bas carbone? Donc là on est déjà un peu plus technique. Une autre manière, ce serait de dire produit éco-conçu, sauf que éco-conçu, c'est déjà un terme très technique. Vous faites un micro-trottoir voilà, vous posez la question, est-ce que vous voyez un peu ce que c'est un produit éco-responsable? Potentiellement, une majorité des personnes vont dire, voilà, ça doit être ça. Est-ce que vous voyez ce que c'est un produit éco-conçu? Là, déjà, des micro-trottoirs ont été faits. Là, déjà, les personnes sont perdues. Donc voilà, donc du coup, c'est pour un peu vulgariser cette démarche. On va faire des produits, des services éco-responsables, bas carbone, pas que bas carbone, mais aussi durables. Et un moyen de faire ça, ça va être l'éco-conception. Et acheter ce type de produit et de service, ça sera de l'achat durable. Mais là, voilà, vous voyez, on arrive déjà dans des termes un peu techniques, éco-conception, achat durable. Voilà. A été évoqué aussi Agribalise, que tu n'as pas Oui, donc en effet, mis en base de données. je n'ai pas donné le nom, en effet, du dispositif. Donc en effet, pour générer les données par rapport aux produits agroalimentaires, c'est un programme qui s'appelle Agribalise, où différents centres de recherche français, INRA, ont travaillé pour développer, voilà, 1 kilo de maïs, ça coûte combien en termes d'impact? Faire 1 kilo de jambon fumé, ça fait quoi comme impact? Pareil, vous avez des fins de vie qui sont liées à tout ce qui est déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça, c'est un travail qui a été fait avec la filière responsabilité élargie producteur, donc écosystème. Vous avez aussi un travail qui a été fait avec Écomobilier pour tout ce qui est produits meubles. Alors, vous voyez, il y a vraiment différents acteurs par filière qui se sont déjà mobilisés
pour créer ces données dans cette base de données publique. On a une question sur la démarche est-elle la même pour les services? Pour les Ça, c'est services, une démarche globale. voilà. Donc, en J'imagine. effet, c'est récent. Alors, autant le produit, on a le cycle de vie produit et il fonctionne très bien. Et bilan produit aujourd'hui est modélisé selon cette logique évaluation environnementale d'un produit. Quand vous allez être sur un service, récemment, voilà, il a été développé quel peut être le cycle de vie d'un service. Et ça, donc, c'est le pôle éco-conception qui a développé cette approche. Et voilà, ce cycle de vie service, une publication va être faite prochainement sur ce sujet. Ça vous donne une manière de structurer le cycle de vie de votre service. Mais la difficulté, en effet, c'est qu'aujourd'hui, bilan produit n'a pas cette structuration en mode cycle de vie service. On va dire dans un logiciel payant, bonne question, il faudrait voir à terme comment il serait possible de modéliser selon ce cycle de vie service votre service. Alors, d'autres questions? Oui, il y en a deux qui se recoupent pour savoir un peu quelles sont les méthodes ou les bases de calcul, savoir comment sont calculés ou comment sont pris en compte les impacts eau, par exemple, ou intrants, ou les changements d'usage des sols. Et il y avait une question un petit peu similaire que je la retrouve. Il y a beaucoup de questions. Voilà, comment pouvons-nous avoir des informations plus précises sur ce que chaque élément prend en compte? Donc là, en effet, là, vous êtes déjà curieux de vouloir rentrer dans la base de données, comment elle fonctionne, en disant, voilà, je prends 1 kilo de maïs, j'ai un impact carbone, eutrophisation, mais en fait, vous avez plein d'autres critères d'impact. Là, on commence déjà à rentrer dans la technique, mais c'est intéressant parce que vous êtes curieux, qui est que finalement, quand vous commencez à mettre les mains dans le cambouis, dans ce sujet, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un travail énorme qui a été fait derrière pour vraiment lister tous les impacts que peut avoir un matériau et un procédé. Après, moi, je vous poserai la question, pourquoi est-ce que ça vous intéresse de connaître précisément l'impact eau? Est-ce que c'est parce que vous avez tout de suite identifié que c'était un enjeu important par rapport à votre produit? Dans ce cas-là, ma réponse sera, vous voulez travailler très précisément sur ce sujet, il faudra faire appel à un expert qui va être un consultant éco-conception ou même un consultant analyse de cycle de vie, qui lui va vous aider à décortiquer les bases de données en disant tiens, est-ce qu'on peut faire un focus sur cet impact eau ou cet impact usage des sols. Voilà. Encore une fois, moi je vous poserai la question, est-ce que quand vous allez faire votre première boucle d'éco-conception, c'était vraiment un sujet essentiel, majeur à faire? Encore une fois, vous voulez réussir dans cette démarche, facteur clé de succès, faites une première boucle d'éco-conception. Quand vous avez fini, vous avez pris un produit, vous avez fait l'évaluation, vous avez fait l'idéation, vous avez choisi des solutions d'éco-conception, vous les avez réévaluées, vous avez regardé techniquement et financièrement comment les mettre en place, vous avez pu les mettre sur le marché. Voilà, là, vous aurez une expérience sur une boucle entière. Lors de la deuxième boucle, vous pourrez aller plus loin sur certains sujets, mais faites déjà une première boucle. Sinon, vous allez peut-être être noyé dans la complexité. Alors, une réflexion de Monsieur Maillard avec laquelle on est bien d'accord. L'exemple pris pour le maïs entraîne aussi une réflexion sur l'utilisation d'une matière essentielle pour nourrir la planète qui ne devrait pas être favorisée, surtout à l'égard du contexte actuel. On est bien d'accord avec vous. Là, on a pris vraiment un exemple fictif pour vous montrer comment on pouvait avoir un ressenti et en vérifiant que finalement la solution choisie n'était absolument pas la meilleure. Tout à fait. Je reprends définition, un produit éco-responsable, bas carbone et durable. Durable, ça rejoint cette notion de développement durable. Ça veut dire on va être performant sur tous les critères environnement, mais pas que. Les critères sociaux. Et là, la question que vous posez, c'est une question sociale, éthique. Voilà. Donc, On est en bien effet. d'accord. Le choix de l'unité fonctionnelle se base sur quoi exactement? Parce que effectivement, si j'ai bien compris, si on a une erreur à ce niveau de l'évaluation, non, si on a une erreur à ce niveau, voilà, l'évaluation ne serait pas fiable. Alors, elle se base sur, c'est vous les experts, c'est-à-dire que c'est vous qui connaissez mieux vos produits. Donc vous êtes les mieux placés pour identifier la meilleure unité fonctionnelle. Après, vous pouvez vous placer un peu dans une logique d'audit externe en disant j'ai choisi cette unité fonctionnelle.
je me fais auditer, qu'est-ce qui vous a, enfin, comment vous pouvez justifier que c'est la meilleure unité fonctionnelle? Alors, voilà, donc là, il faut vraiment tester, il faut pouvoir argumenter, justifier pourquoi vous avez choisi cette unité fonctionnelle et qui doit être la plus pertinente. Encore une fois, pour vous sécuriser et éviter de prendre un râteau, bah là, un conseil qu'on vous donne, c'est bah, faites appel à un expert externe qui va être un consultant, que ce soit en individuel ou en collectif. Le rôle du consultant, ça va être, il connaîtra pas votre métier, c'est pas lui l'expert sur votre métier. Par contre, il va vous aider à cerner le sujet, à faire des tests d'unité fonctionnelle. Et lui, il sera en capacité de vous dire, bah là, ça me semble vraiment robuste, ou attention, là, cette unité fonctionnelle, elle est encore un peu trop légère. Voilà, là, ça, c'est un vrai travail à faire avec un expert. Est-ce que tu as connaissance de bases de données ou d'organismes qui se sont penchés sur les procédés de la métallurgie, soudage, usinage? Non. Après, je dirais que c'est des procédés qui sont assez classiques, donc ça a été fait au niveau mondial. Je veux dire, donc EcoInvent qui a été développé par un réseau comment dire, de centres techniques suisses. Voilà, la métallurgie, c'est quand même quelque chose de générique. Voilà, plasturgie, métallurgie, il y a quand même des bases de données fournies. Voilà, vous iriez sur des procédés très spécifiques. Je sais pas, est-ce qu'il y a de la soudure ultrason de pièces plastiques? Moi, je fais ça, c'est un procédé très spécifique. Est-ce qu'il y a une base de données? Bon, là, peut-être que non, il n'y a pas eu la simulation du procédé de soudage par ultrason de pièces plastiques. Métallurgie, normalement, enfin voilà, il y a de quoi faire. De mémoire, je crois, il y a à peu près 160 jeux de données spécifiques à la partie métallurgie. Voilà. Et une dernière question, en espérant que j'en ai pas omis d'autres. Y a-t-il des organismes officiels pour labelliser les produits éco-conçus? Eh bien, la réponse, elle est, alors, les organismes officiels pour certifier les produits éco-conçus, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors, ça, c'est une question, pareil, très précise. On peut l'aborder de la manière suivante, et c'est l'occasion de faire aussi de la publicité pour l'écolabel européen. Vous connaissez peut-être donc ce label, donc l'écolabel européen. C'est intéressant parce que si votre produit est couvert par l'écolabel européen, l'écolabel européen vous donne déjà un cahier des charges à respecter, un cahier des charges qui a été développé sur la base d'une démarche d'éco-conception, donc d'analyse du cycle de vie, d'évaluation, et dont la conclusion est, si mon produit respecte ce cahier des charges, donc par exemple un détergent, voilà, donc il y aura une liste d'exemptions de produits toxiques, le détergent aura une efficacité prouvée, une concentration, etc. Vous respectez ce cahier des charges, bah déjà là, vous avez un label, et ce label, vous êtes audité, et donc vous avez bah là, vous êtes dans le cas particulier, vous avez un produit éco-conçu selon un référentiel euh, pas privé mais public, et vous êtes audité par un tiers. Donc ça devient quelque chose de très solide. Vous n'êtes pas couvert par l'écolabel européen, bah là du coup c'est déjà plus un champ libre, et là on va dire chacun bah, est libre de conduire sa propre démarche. Au bout du bout, voilà, là on va rejoindre également cette notion d'éco-communication. Euh, il faudra que vous soyez en capacité de démontrer que vous avez une démarche d'éco-conception qui est rigoureuse, fiable et en qui on peut avoir confiance. Si ce n'est pas le cas, bah, vous allez potentiellement faire que vos clients vont vous voir comme faisant du greenwashing. Et là, vous vouliez gagner des points de notoriété auprès de certains clients, vous allez en perdre parce que le client va dire encore une entreprise qui fait du greenwashing. Je voulais valoriser des améliorations. Euh, donc là, la réponse est non, il n'y a pas forcément comment dire, de cabinets qui vont vous dire ce produit est éco-conçu. En fait. Voilà. Après, on peut échanger sur ce sujet pendant une heure. Pour la base de données sur la métallurgie, Charline, donc qui est consultante et qui en éco-conception et qui assiste à ce webinaire, disait qu'il y a eu la base de données du CETIM, mais qu'a priori elle est obsolète aujourd'hui. D'accord, donc
D'où le fait, bah voilà, métallurgie, basez-vous sur des bases de données internationales et Coinment, vous aurez sûrement, on va dire, un choix assez intéressant. La métallurgie étant une activité industrielle assez développée sur Terre. Voilà, Ronan, on a fait le tour des questions. Merci. Super, bah en tout cas, bah voilà, vous êtes encore nombreux, il est 10h18, on a un peu dépassé, voilà, on s'est organisé comme ça, la phase de questions-réponses tout à la fin. En tout cas, encore une fois, on vous remercie pour votre participation. Vous aurez accès au replay, donc ça vous permettra, j'ai été vite, de revenir sur la manipulation de l'outil. Et encore une fois, voilà, si vous répondez au questionnaire de satisfaction, on vous enverra les fichiers Excel. Alors, une question a été posée sur le XML. Euh, Là, je ne sais pas si je peux vous l'envoyer, puisqu'en effet, dans la licence que je signe pour utiliser bilan produit, il est dit que je ne peux faire que pour mon usage personnel. Du coup, je vais poser la question à l'ADEME. Est-ce que dans le cadre de ce webinaire, je peux vous transmettre ce fichier XML? Voilà, en tout cas, on revient vers vous dès que possible. Très bien. Bah, on vous remercie pour votre participation, et puis bah, on vous dit à très bientôt.